Par contre, aujourd'hui, il y a du changement. Tous les enfoirés d'en face, on se les prend à deux si vous voulez. Aujourd'hui, c'est spécial. Ouais, vous êtes devenus suicidaires en plus d'être cons. Envoyé. Merde! Vous avez foutu le feu au choral. Et salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode spécial des 800 abonnés de Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une très grosse partie, une partie de plus de 4h30. C'est un scénario complètement inventé qu'on a fait avec Thomas et Lucie et moi-même. C'est le scénario du Duc Rouge. C'est le Duc Écarlate de Moussillon, la première rébellion de ce duché contre les Bretoniens qui ont demandé un peu d'aide aux elfes sylvains. Alors cette partie sur le Duc Rouge, le Duc Écarlate de Moussillon, on l'a fait avec Lucie qui m'aide dans une alliance bretonien elfe sylvain contre Thomas et tous ses contes vampires. Alors c'est une partie très spécifique, hein. On a voulu faire quelque chose de très sympa, très tourné sur un scénario poussé. Donc je vais vous expliquer d'abord toutes les règles, ça va prendre bien quelques minutes et après on va passer à la partie. Alors déjà, vu que c'est une partie spéciale, on a fait des règles spéciales pour chacune de nos races, bien entendu. Alors les Bretoniens, ça sera Lucie qui les commandera. Oui, elle change un petit peu, elle veut essayer un petit peu ça. Donc les Bretos ont des règles spéciales par rapport à tout ça. Ils ont déjà la honte de la Bretonie. Alors c'est pas eux, hein, c'est qu'ils affrontent la honte de la Bretonie. Les unités de chevaliers des Bretoniens ont la haine des contes vampires et la haine éternelle des unités de chevaliers contes vampires. Voilà, ils abhorrent vraiment cette création immonde que sont les morts-vivants chevaliers et ils ont vraiment la haine contre eux. Également, ils ont le pour la dame. Le pour la dame, c'est que toutes les unités d'infanterie des Bretons, il n'y en a pas beaucoup, vous verrez, hein, et bien sur un test de commandement non modifié, donc avec leur commandement de base, hein, qui est réussi à chaque début de tour, et bien ils sont immunisés psycho. Voilà, c'est juste pour voir vraiment la haine qu'ils ont par rapport aux contes vampires. Et également, la troisième règle spéciale, ce sont les idoles vivantes. C'est que si les deux seigneurs bretoniens présents sur table meurent, et bien tous les tests de peur, terreur et panique des Bretoniens auront un malus de -2. Voilà, c'est des règles spéciales qu'on a apportées exprès pour cette partie. Pour les elfes sylvains que je commanderai, pour mes coquelicots, les règles spéciales qu'on a inventées, c'est la chasse sauvage. Le joueur d'épée, enfin le joueur donc que j'incarnerai, je choisis une unité contre vampire et je pourrai relancer tous mes tests blessés ratés sur celle-ci. Alors les tests blessés ratés, au tir, non. Au corps à corps, oui, hein, faut pas pousser non plus. C'est la chasse sauvage. La vendetta ensuite, c'est que mon seigneur a la haine de tous les persos contre vampires. Il a vraiment la haine. Voilà, il a perdu sa fille contre le Duc Rouge et il veut la venger, mon seigneur elfe. Et leader important, voilà, c'est également très important pour ça parce que c'est une alliance bretonien elfe sylvain. C'est pas les meilleurs copains du monde, mais quand même, ils arrivent à s'entendre quand il le faut. La règle spéciale, c'est que si les trois persos que j'ai posés sur table des elfes sylvains meurent, eh bien la grande bannière ne fonctionne plus que pour eux, parce que c'est une alliance fiable. Jusqu'à ce moment-là, si je perds mes trois persos, eh bien la grande bannière ne fonctionne plus que pour moi. Et d'ailleurs, je décide de ne plus aider les Bretoniens. Autrement dit, je vais vraiment me concentrer seulement sur mes unités et non plus sur les alliances, quoi que ce soit. Ça veut dire que si jamais il y a un combat multiple bretonien elfe sylvain contre une unité de contre vampire et que je perds tous mes persos, eh bien je suis obligé de sortir de ce corps à corps là et de laisser se démerder les Bretons. Les règles spéciales des contes vampires, parce qu'il en faut bien quand même. La règle spéciale, entre autres, des contes vampires, c'est que le Duc Écarlate en possède 3. Enfin, en possède même 4, mais les 3 pour la race complète, c'est que ce sont les parias de Mousillon. Les parias de Mousillon, eh bien, c'est que les chevaliers lourds, tous les chevaliers lourds hein, des contes vampires, peuvent être en fer de lance avec toutes les règles que ça implique. Voilà, c'est un truc qu'on a voulu poser, c'est fait pour, c'est une rébellion bretonienne avec des seigneurs bretoniens morts-vivants qui reviennent à la vie. De plus, l'horreur sanglante, c'est que le duc fait relancer tous les tests de peur qu'il provoque. Bah, c'est logique, hein, il est vraiment bourrin. Et également, serviteur fidèle en question, tout simplement parce qu'il est accompagné d'un grand maître nécromant, et tant que ce nécromant est en vie, tous les regains de PV que provoquent les néèques et les invocations d'infanterie, donc par exemple invoquer 10 zombies, ou réussir à faire popper un des 6 PV sur une figurine, ou sur une unité, eh bien il y a plus 1 PV. Tant que le nécromant est en vie, que ce soit n'importe quel héros qui lance ces sorts-là. Par contre, s'il meurt, tous ces sorts-là ont -1 PV récupéré. Bah, c'est pour savoir si c'est un bon acolyte ou pas. Et on a mis un petit sort spécial pour le Duc Rouge, qui n'est qu'un niveau 1. On a créé ça pour Thomas. C'est que c'est le retour des parias.
à 15+, que seul le duc rouge peut lancer. C'est le seul sort qu'il connaît, il ne connaît pas Néek, hein, c'est le seul sort qu'il connaît. Eh bien il peut invoquer un des 6 chevaliers noirs squelettes en fer de lance sur la table. Ils ont une armure de 3+, une CC de 2, une force de 3, une endurance de 3 et un PV. Et il peut les poser à 18 pas autour de lui où il veut. Voilà, c'est la partie. C'est le sort spécial de la partie que le duc rouge connaît. Voilà. Donc la partie, le scénario, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est protéger pour l'Alliance et corrompre pour les contes vampires une chapelle du Graal. Alors c'est pas la bataille de l'abbaye de la Maison Thal, on n'a pas voulu faire trop pousser non plus, on a fait une grosse bataille à objectif scénarisé. Donc la chapelle du Graal, comme vous le voyez, hein, c'est une grande table avec un objectif derrière une ligne de déploiement. Vous voyez très bien la chapelle. Et ce que je parle de chapelle, c'est bien toute son enceinte. Hein. Dès qu'on rentre dans les murs, on est considéré comme dans la chapelle. Alors, protéger ou corrompre la chapelle du Graal, c'est le but du scénario. Il y a 4 conditions de victoire, on va dire. Si une unité de conte vampire de plus de 5 figurines arrive à entrer dans l'enceinte de la chapelle, elle jette à la fin du tour 6 6d6. Et si elle fait 3 à 4+, la chapelle est corrompue, c'est une victoire automatique des contes vampires. Et ouais. Ensuite, deuxième condition, c'est que si les contes vampires ne corrompent pas la chapelle, mais que le duc rouge lui est toujours en vie, bah c'est une victoire au point de victoire, mais il y a moins 250 points de victoire à l'Alliance. Voilà. Par contre, si le lieu n'est pas corrompu, si la chapelle n'est pas corrompue, et que tous les persos contes vampires sont morts, sauf un, à part le duc, bien sûr, eh bien c'est une victoire au point de victoire, mais il y a moins 250 points de victoire pour les contes vampires. Et si tous les persos contes vampires sont morts, et que la chapelle n'est pas corrompue, c'est une victoire de l'Alliance, tout simplement. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. En gros, si la chapelle est corrompue, c'est la victoire des contes vampires. Si elle n'est pas corrompue, c'est une victoire de l'Alliance, seulement s'ils arrivent à tuer tous les héros contes vampires. Voilà. Sinon, après, il y a des malus pour chaque armée. Donc, les listes d'armées. Ah, les listes d'armées. Alors, Thomas a fait la sienne. 4000 points. C'est une bataille à 4000 points. Alors, c'est pas une alliance de 2000 points de Bretoniens et 2000 points Elfes Siluriens. On a vraiment fait comme si les armées étaient une liste complète. Voilà, on a voulu faire comme ça. Mais d'abord, la liste d'armées du Duc Rouge. Alors, la liste d'armées du Duc Rouge, la voilà. Je vous détaille le Duc Rouge. On l'a fait vraiment bourrin. Il est monté, bien sûr, c'est un conte vampire de Mousillon. C'est un niveau 1 qui connaît donc le retour des parias. Il a la frappe toujours en premier, il a la furie rouge, il a une épée qui annule les sauvegardes d'armure, il a une armure de 2+ complète et il a une invulnérable de 4+. C'est un destructeur. Il est accompagné d'un maître nécromant qui est niveau 4, invulnérable 4+, et maître des morts pour pouvoir vraiment popper... vu que lui ne connaît pas Néek. Il est également accompagné d'une héroïne vampire, hein, niveau 1 avec frappe toujours en premier, et du trio de Banshee qu'on connaît très bien sur cette chaîne vu qu'on sait qu'il est brutal. En unité de base, il a 2 x 5 loups funestes, 3 x 24 guerriers squelettes, 19 ghouls et 20 ghouls. Voilà, il a de quoi occuper les troupes. En unité spéciale, il a 6 Vargeist en régiment, monstrueux. Il a 9 chevaliers noirs en fer de lance, 19 gardes des cryptes état-major complet avec bouclier, 5 émissaires d'outre-tombe, 3 nuées d'esprit, de l'éthéré en plus, de l'avant-garde, etc. Du volant, du vampirique, costaud. Et en unité rare, le trio terrible d'unités rares des contes vampires, le Terrorgeist, la machine Mortis avec le grimoire blasphématoire et les 5 chevaliers de sang en état-major complet. Tout ça, ça vous fait votre armée du Duc Rouge, l'armée du rebelle de la Bretonie. En face, on a fait, donc, comme je vous disais, une armée alliée, véritablement alliance fiable, donc 4000 points où on a pris ce qu'on voulait dans les armées disponibles bretoniennes et elfes sylvains. Donc pour ce qui est des Bretoniens, le grand général de l'Alliance, c'est la prophétesse sur Pégase. Parce qu'on s'est dit que si c'était le seigneur Sylvain qui commandait, il allait avoir des grabuges entre chevaliers. Si c'était le seigneur du Graal, il n'allait jamais faire confiance aux elfes. Donc on a dit, ok, le grand commandant de l'armée, autrement dit celui qui donne son commandement, eh bien c'est la prophétesse sur Pégase. En gros, c'est celle qui a le moins bon commandement, mais c'est pas grave, c'est fluff. C'est selon le lore. Donc il y a 3 seigneurs. La prophétesse sur Pégase, grande générale, il y a le seigneur Sylvain et il y a le seigneur du Graal. Voilà. Donc le seigneur Sylvain est équipé d'une armure de 3+, une invulnérable de 4+, il a +1 en CC et la charge dévastatrice quand il charge, vu qu'il a la coiffe de la chasse. Il a +1 en force et une flèche empoisonnée, enfin à chaque tir. Le seigneur du Graal a le bouclier du Graal qui est une invulnérable de 4+, il a +2 en force, il a l'immunisé à l'empoisonné et au coup fatal grâce au manteau d'Hélène. Donc pas mal, un bon tank. Et également la prophétesse sur Pégase qui a le niveau 4 et le calice de Malfleur. Elle n'a pas d'invulnérable.
parce qu'on s'était dit que de toute façon, on a joué fluff. Voilà, c'est ce qu'on voulait avec Lucie. Vu qu'elle n'a pas pu prendre les elfes, voilà, elle a pris une bonne armée bretonnienne. Pour ce qui est des héros, on en a mis un petit paquet. J'ai pris une Amadriane niveau 1 pour avoir un petit peu de magie quand même dans mes rangs. J'ai pris également la grande bannière de l'armée, mon capitaine Asray, avec une armure de 4+, un petit bouclier, une armure lourde, c'est tout ce qu'il a. En face, Lucie, elle a pris le paladin avec vertu de sollicitude, la couronne de ténacité et le bouclier enchanté. Une damoiselle de niveau 1 à pied avec le miroir d'argent, donc un parchemin avec une force 6 en retour. Et une damoiselle montée niveau 2 avec un parchemin de dissipation. En unité de base, 2 fois 10 gardes sylvains avec musiciens et flèches empoisonnées, parce qu'il va falloir tirer tout ce qu'on peut. Ensuite, 19 dryades pour faire le chausson de la madriade, 38 hommes d'armes pour faire le chausson de la damoiselle et du paladin à pied, 28 gardes éternels pour faire le chausson de Monseigneur et de ma grande bannière, 9 chevaliers du royaume pour apporter un peu de poids sur un flanc, 11 chevaliers du royaume pour mettre un chausson à la damoiselle montée, et tout ça, ça nous faisait déjà pas mal d'unités de base. En unité spéciale, c'est moi qui l'ai fourni, parce qu'il y a 3 lémures, 5 cavaliers sauvages de Kurnous en 2 fois, parce que c'est nouveau, j'ai envie de les sortir. Tout le monde me dit que c'est de la bonne cavalerie, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur parce qu'en face il y a vraiment du lourd, mais on va voir ce que ça peut donner. Et en unité rare, un trébuchet pour avoir un peu d'armes de siège pour tuer ce qu'il y a en face quand même, parce qu'il y a des gros blocs d'infanterie et des gros monstres. Un homme arbre avec des racines étrangleuses parce que c'est l'une des créatures les plus puissantes du jeu. Et 8 chevaliers du Kral pour la protection du seigneur bretonien. En gros, ça va tabasser. Il y a du lourd, il y a du très lourd des deux côtés, hein, c'est des parties à 4000 points. Donc pour terminer la présentation, les magies, la magie contre vampire, donc le duc rouge connaît le sort spécial du retour des parias, le maître nécromant a choisi les arcanes vampiriques et a eu le Néec, la vigueur infernale qui permet de relancer les blessés loupés à une unité ou autour de lui, une résurrection pour faire invoquer les zombies ou les guerriers squelettes, et un regard de Nagash, donc vraiment de quoi être bourrin, et la petite vampire a pris également Néec avec les arcanes vampiriques. Pour ce qui est du côté de l'Alliance, la magie bretonnie et elfe sylvain. La madriade de domaine de la vie a eu les racines de la vie, parfait. La damoiselle à pied de Lucie a pris le primaire de la bête. La damoiselle montée de Lucie a pris la primaire de la bête et le Anraïr, très pratique. Et la prophétesse de Lucie, la grande générale, a pris le domaine de la vie. Elle a eu la chair de pierre, le bouclier de printemps, la vigueur du printemps, la bouclier de ronce, la vigueur du printemps et les êtres du dessous. Voilà, il y a du bourrin, il y a du fort, il y a du fluff, ça va être impressionnant comme partie. Donc pour le déploiement, comme vous le voyez, la chapelle du Graal se trouve dans la ligne de déploiement bretonnienne et elfe sylvain. La seule forêt gratuite, on n'a pas mis beaucoup de forêts, on en a mis qu'une seule, c'est la gratuite des elfes sylvains que j'ai placée moi-même après tout ça. Et donc le déploiement, on s'est d'abord déployé et ensuite ça a été les contes vampires, hein, bien sûr. Donc comme vous le voyez, un déploiement assez large, 4000 points quand même imposés. Hein. Des chevaliers du royaume sur le flanc droit, des hommes d'armes un petit peu pour tenir un flanc complet à eux-mêmes, hein, ténacité avec 40 mecs, faut passer quand même. J'ai mis mes 2 cavaliers Kurnous devant, mes 2 régiments de cavaliers Kurnous parce qu'il va falloir avancer très vite. Mes gardes éternels tenaces avec mes gardes sylvains et mes lémures en plein centre, hein, pour tenir. Les gardes éternels vers la forêt bien sûr, hein, pour avoir un bloc embusqué qui va tomber au bon moment. Lucie a mis la générale bien sûr à la chapelle, hein, dans l'enceinte. On a mis le trébuchet juste à côté, les chevaliers du Graal avec le seigneur juste à côté de mes gardes sylvains pour avoir vraiment un point. Tout ça flanqué des chevaliers du royaume avec la damoiselle, et sur un flanc, mes dryades et mon homme arbre. Impressionnant comme déploiement, on était content. Du côté de Thomas, vu qu'il a vu le déploiement, après il a fait en fonction. Hein. Il a mis ses Vargates sur son flanc gauche avec ses goules et son maître nécromant. Il a mis ses nuées d'esprit pour bloquer un petit peu avec sa machine mortis son flanc gauche. Il a mis tous ses très rapides devant, bien sûr, hein, les loups funestes et les émissaires d'outre-tombe qui ont l'avant-garde. Il a mis ses 3 régiments de 24 guerriers squelettes avec une bonne chine en chacun en plein centre. Il a mis son général avec ses chevaliers de sang en fer de lance flanqué de ses guerriers squelettes. Il a mis son terror guide juste derrière lui avec ses chevaliers noirs en fer de lance là aussi. Et sur son flanc droit, ses ghouls avec ses gardes des cryptes et sa vampire. Donc des très rapides sur les côtés, des vampiriques, des très rapides aussi à reformation au centre. Hein. L'avant-garde, c'est nous qui l'avons eu au point, hein, au dé. Donc j'ai fait avancer mes cavaliers Kurnous, un dans les bois et un derrière les décors de la statue et du puits pour ne pas me faire charger par les Vargeist au premier tour, parce que c'est eux qui auront le premier tour, vu que je suis sûr que Lucie allait briller. Et ensuite, pour ce qui est des avant-gardes des contes vampires, Thomas a fait avancer ses émissaires et ses loups funestes en plein centre, avec une marge de 12 pas avec mes cavaliers que j'avais posés avant bien sûr. Et le premier tour a donc été pour les contes vampires. On est donc parti pour cette bataille de la chapelle du Graal
de Montfort, d'une alliance d'elfes sylvains et de bretoniens contre le duc écarlate. Allez, bonne partie à tous. Alors pour le premier tour des contes vampires, eh bien, le reliquaire de la Mortis, ça fait 7, hein, 5, 6, 7, 5 et 2, ouais, donc 7 pas autour de lui, la régène, c'est toujours utile. Pour les charges, bien sûr, il n'en fait pas, hein, il reste prudent, Thomas, et il a fait avancer correctement sa ligne. Déjà, ses émissaires, vu qu'ils sont à 12 pas de leur général, eh ben, ils peuvent faire une marche forcée du début, eh ben, ils ont survolé directement mes unités, hein, pour me faire bien mal, et il a fait survoler les murs avec ses émissaires, il est passé d'ailleurs même dans la chapelle, et il m'a seulement un PV, je m'en sors bien grâce à la grosse endurance dès les murs. Sur son flanc gauche, eh bien, il fait avancer, il fait reformer déjà ses Vargheists pour qu'ils aillent derrière sa ligne, pour pas que je puisse faire un contournement avec mes Kurnous, très intelligent, hein. On voit qu'il a l'habitude d'affronter de la cavalerie légère quand même, avec ses morts vivants. Également, il fait avancer sa machine Mortis, ses ghouls sur son flanc gauche, ses nuées avancent un petit peu également, ses loups se reforment, il envoie ses loups qui étaient un petit peu en décalage de mes Kurnous en plein centre, il envoie également les autres vers la tour, et pour ce qui est du centre, bah, il avance tout en infanterie bien sûr, hein, et son flanc droit, il sépare ses deux régiments de cavaliers, hein, les chevaliers de sang se tournent un petit peu vers le centre, tandis que les chevaliers noirs vont vers les autres chevaliers du royaume, Dryades, Hommes Arbres, etc. Il envoie également en escalier ses ghouls et ses gardes des cryptes et il les protège à l'arrière avec le Terrorgeist. Donc grosse avancée là qui fait un petit peu peur. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec Lucie déjà à ce moment-là de qu'est-ce qu'on va charger, qu'est-ce qu'on va pas charger. Il va falloir réfléchir. Pour la magie, petit vent de magie, 4 et 2. Par contre, il y a une canalisation pour chaque joueur. Une canalisation pour les contes vampires, une pour les bretos grâce au calice de Malfleur de la prophétesse et une pour moi la Madriade. Donc, direct Thomas tente un agache sur mes chevaliers de Kurnous qui sont à sa gauche, hein, qui sont derrière les décors, parce qu'il sait que cette cavalerie légère paraît pas imposante, mais bon, il faut les faire tomber. Ça fait bien mal pour de la cavalerie légère. Il va pouvoir les tomber. Il tente le nagash sur eux, il le passe mais moi je le dissipe en auto derrière. Ensuite il tente une résurrection de zombies pour qu'il pop un petit peu au milieu, il la passe mais on la dissipe derrière. Et enfin il tente un Neek à 6 pas autour de lui, il le réussit, on n'a plus de quoi le dissiper et il récupère 7 guerriers squelettes sur son flanc gauche. Voilà, bon, on lui a stoppé de faire invoquer des zombies, c'est toujours ça de prix. Pas de tir, pas de corps à corps vu que les bunchies sont trop loin et que personne n'a été chargé. Donc pour le premier tour de l'Alliance, allons-y. Déclaration de charge, eh ben j'y vais parce qu'après avoir relu les règles, eh bien mes elfes sylvains de Kurnous ont des attaques magiques vu que ce sont des esprits de la forêt. Donc eh ben j'y vais, hein. Moi j'envoie mes Kurnous sur les nuées parce que faut occuper tout ça déjà. Peut-être qu'avec un petit peu de chance à l'instabilité je vais y faire sauter. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, en autre déclaration de charge, mais les murs, bah, ils voient les loups, hein, les loups peuvent pas s'enfuir, il les a avancés un peu trop, Thomas, j'y vais, hein. Je vais faire tomber cette foutue petite infanterie là, parce que s'ils arrivent à passer, enfin bête, s'ils arrivent à passer ma ligne derrière et qu'ils arrivent à en faire repoper au dernier moment, ça me foutra les boules, donc je préfère faire tomber tout ce qui est rapide tout de suite. Pour les bretos, Lucie est prudente, elle ne charge pas, elle a prié, donc elle préfère vraiment faire une belle charge autour de 2 ou 3, hein, comme connaît tous les joueurs bretos. Pour les mouvements, eh bien, elle fait avancer ses chevaliers du royaume et ses hommes d'arbre sur son flanc droit. Un petit peu vite pour ses chevaliers du royaume, je trouve, hein, mais bon, voilà, je pouvais pas tout calculer, il y avait quand même 4000 points sur la table, 8000 en tout, fallait faire attention. Également pour mes gardes éternels et mes chevaliers de Kurnous, je les fais avancer un petit peu dans la forêt, bien sûr, hein, je les fais sortir pour les Kurnous dans la forêt, pour voir un petit peu la machine Mortis ou les ghouls, pour déjà mettre un point de pression sur Thomas en face, et mes gardes éternels, eux, se placent dans la forêt, à l'endroit où ils sont le plus puissants. Pour ce qui est des bretonnières du flanc gauche, eh bien, elle fait avancer ses graleux et ses chevaliers du royaume en coordination parfaite, avec bien sûr mon homme arbre et mes dryades. Mes gardes sylvains, j'en fais tourner un régiment quand même à 180 degrés, vu qu'ils ont un musicien, ils pourront tirer quand même, pour pouvoir tirer sur les émissaires, parce que c'est aussi des tirs magiques, mes flèches, donc ça peut toujours être utile, et surtout il faut absolument que je tombe cette unité chiante. Pour ce qui est du reste de ces mouvements, la prophétesse va se cacher derrière les bois pour l'instant. Et pour le reste, il n'y a plus grand chose à faire déjà. Ça va vite. À la magie, c'est Lucie qui lance tout le temps la magie. Elle fait double 3. Bon, je tente les racines de la vigne avec ma petite amadriade. J'arrive à le passer à 2D. Et derrière, Thomas décide de ne pas nous dissiper.
on prend toujours. Hein. Ensuite, la chair de pierre que je tente, enfin pas que je tente, mais que la prophétesse tente sur mes Kurnus est réussie, mais on est dissipé derrière. Et ensuite, le bouclier de ronce qu'elle me fournit, Lucie, sur mes Kurnus qui sont en contact des nuées, réussi. Et là, par contre, la dissipe est loupée, donc ça passe. Ça, c'est cool. Pour les tirs, le trébuchet. Le trébuchet veut tirer un peu partout, donc je la laisse décider complètement, je lui dis absolument rien. Elle décide de tirer sur le gros régiment de guerriers squelettes qui est bien complet là. Bon, ça me fait un peu chier quand même, j'aurais bien voulu qu'elle tire sur la Mortis ou sur le Terrorgeist, mais bon, on va la laisser faire pour une fois qu'elle teste. Elle jette et elle fait boum, un hit. Elle fait un hit parfait sur les guerriers squelettes, boum, elle en tue 13. Bon. Ok, non mais j'ai rien dit, ça passe très bien. Mes gardes Sylvains qui sont retournés après leur test de commandement peuvent tirer et tirent sur les émissaires derrière eux et en tuent 4 sur 5. C'est toujours ça. Mes guerriers squelettes, pas squelettes, mais mes gardes Sylvains voient les loups funestes qui sont en face des dryades, etc. Je décide de tirer dessus et je fais un super beau jet, j'arrache les 5 sans aucun problème. Et enfin mon homme arbre, lui, avec ses racines étrangleuses et pile poil à 12 pas des ghouls qui sont sur le flanc droit de Thomas, je tire dedans à 1d6 plus 1, je fais 3 morts, je prends toujours. Les corps à corps, ben, on reste dans la brutalité dès le tour 1, on y va tout de suite. Les Kurnus contre les nuées. Alors les chevaliers de Kurnus, je n'avais quasiment jamais joué. Hein, même quand j'avais commencé en 2005 avec mes elfes sylvains en V7, hein, j'avais très peu joué de Kurnus. Par contre j'adorais les anciennes figurines, contrairement aux nouvelles. C'est pour ça que mes 10 chevaliers de Kurnus sont des anciennes figurines et pas des nouvelles. Donc j'ai tapé bien fort parce qu'ils ont quand même la charge dévastatrice, hein, ils sont quand même un peu méchants, ils ont la frénésie, ils ont des lances perforantes, non, ils ont des lances magiques, hein, enfin des attaques magiques. Donc dans les nuées, ça allait faire mal, je pense. Hein. Ils ont la frappe toujours en premier, voilà. Les nuées ont quand même 12 PV derrière, ça j'avais oublié, c'est quand même des nuées, hein, ça j'avais un petit peu zappé. Et avec rien que les attaques de mes cavaliers, eh ben, je fais 15 PV en moins. Et parce qu'ils ont 3 attaques par mec. Ça a fait popper direct les nuées d'un coup. Même pas à l'instabilité, hein, je leur ai roulé dessus, littéralement. C'était impressionnant, ce qui fait que donc derrière, j'ai fait une charge irrésistible sans aucune honte. Et vu que Thomas ne s'y attendait pas du tout, j'ai pu charger le flanc de sa machine Mortis avec mes cavaliers sauvages de Kurnus. Bien joué, j'étais content. Donc sur cette bonne note, je passe au corps à corps suivant qui est les lémurs contre les loups funèses. Bon voilà, il n'y a pas photo. Hein. Quand même, vu qu'on frappe en même temps, les loups m'enlèvent 1 PV encore sur le lémur qui était blessé. Et par contre derrière, je roule sur les bêtes hein, sans aucun problème. Je les arrache toutes. Et je reforme un tout petit peu mes lémurs pour qu'ils voient tout le sang et surtout les chevaliers de sang. Parce qu'il va arriver juste derrière et que ce tour 1 est déjà très violent. La riposte va être rapide. Le tour 2. Le tour 2 des contes vampires, c'est parti. Le reliquaire fait 5 et 3, donc à 8 pas autour de la machine Mortis. Il y a une explosion force 2. Bon, il n'y a rien dans les pertes de mes Kurnus, de mes 2 régiments de Kurnus qui étaient un peu proches. Ça va. Les charges. Les Vargeist ne chargent pas les Kurnus parce qu'ils ne les voient pas. Par contre, ils chargent l'énorme, enfin, pas le gros régiment de chevaliers du royaume de notre flanc droit. Et ça fait chier, ça fait très chier parce que si Vargeist qui vous foncent sur la tronche, même si vous êtes des cavaliers lourds en fer de lance, ça fait extrêmement peur. Ils réussissent leur charge. Les chevaliers de sang chargent mais les murs, je peux rien faire à part les voir mourir parce que là ça va faire mal. Pas d'autres charges, donc pour ce qui est des mouvements, eh bien c'est très simple. Thomas a vraiment pris une habitude de jouer avec les contes vampires. Hein. Il avait déjà pas mal joué avec, mais alors là la partie de Camille Brand lui a permis de mettre tout son talent à profit. Il fait avancer en éventail ses gardes squelettes au centre, hein, bien sûr, pour pouvoir déjà crier avec les Munshin dans les corps à corps autour de lui. Pour ce qui est de ces chevaliers noirs, il les tourne un petit peu pour voir les dryades, mais aussi les chevaliers, mais aussi les graleux, pour menacer vraiment tout notre flanc gauche. Et il fait un superbe escalier avec ses gardes des cryptes d'abord, ensuite ses ghouls, et enfin le Terrorgeist pile poil derrière à 8 pas de l'homme arbre pour pouvoir crier dedans. Vraiment bien calculé, bien placé, très impressionnant comme mobilité. Pour ce qui est de la magie, il fait 5 et 3 Thomas. Par contre on fait 2 canalisations en face, grâce encore une fois au calice, mais aussi grâce à mon amadrial. Donc Thomas tente le regard de Nagash sur les chevaliers de Kurnus qui viennent juste de sortir de la forêt. Il le réussit en irrésistible 9 par contre. Et ouais, il fait un irrésistible.
Ça commence fort, donc irrésistible 9. Tous les mages de l'armée contre vampire subissent une douche force 6 et perdent tous un PV. Le duc rouge, la vampirette et le nécromant. Par contre, derrière, il réussit en automatique le Curnus. D'ailleurs, il perd aussi tous les autres PV, dés de pouvoir qui lui restaient. Et j'ai du pot, il ne me fait que 6 touches et je fais 2 sauvegardes invulnérables à 6+. Je ne perds que 2 mecs. Je m'en sors super bien. Donc la magie est déjà partie, et ça c'est con parce que c'était vraiment pas le tour où il fallait louper sa magie, c'est vraiment dommage. Pour ses mouvements, j'ai oublié de dire, il ne bouge pas ses émissaires. Il nous a fait une surprise là, Thomas, il a vraiment pas qu'il a oublié, il n'a pas bougé ses émissaires de la chapelle. C'est surtout en fait pour m'occuper l'esprit et m'obliger à tirer dessus et à perdre un tour avec mes gardes sylvains. C'était pas si con que ça finalement. Pour ce qui est des tirs, la Banshee qui est apportée écrit dans les gardes éternelles et non pas dans les Curnus. Parce qu'il a voulu tenter, voilà. Bon, de toute façon, elle a fait 2 et 1, donc elle n'a pas fait grand-chose. Et ensuite, le Terrorgeist qui est à portée de l'homme arbre. Alors, il a l'air caché comme ça derrière la tour, mais en fait, le socle du Terrorgeist est tellement large qu'il peut voir mon homme arbre. Il crie sur mon homme arbre. Et c'est là que les 2 dés font 11. Ouais. Alors, le cri du Terrorgeist, je vous rappelle, c'est pas 2 dés plus 2, hein. C'est 2 dés plus le nombre de PV qui lui reste. Donc il me fait 17 sur un commandement de 9. Voilà. Voilà. Donc j'ai pris tous les dés possibles de mon homme arbre. J'ai tenté de faire des invulnérables à 6+. Et j'ai tout foiré. Et autour d'eux, avec le cri du Terrorgeist, il m'arrache mon homme arbre en one shot. Alors là, c'était monstrueux. C'était vraiment dégueulasse. Donc, choc moral, hein, je vous raconte même pas, mon homme arbre, une de mes figurines préférées qui part comme ça, là. Oh là là, c'était monstrueux. Donc sur cette bonne note, il était engaillardi pour les corps à corps, donc on y va pour les corps à corps. Les Vargeist contre les Chevaliers du Royaume. La charge est terrible, mais quand même la protection de la dame et la grosse armure des Chevaliers du Royaume est là, car Lucie ne perd que 3 Chevaliers du Royaume, et arrive quand même à enlever un petit PV à un Vargeist dans la panique. Mais quand même, ils ont encore un rang. Enfin, ils testent malgré le fait qu'ils n'ont pas de rang, c'est ça que je voulais dire. Et les Chevaliers du Royaume tiennent par une résistance incongrue, je ne sais pas, par une belle résistance, en tout cas on peut le dire. Franchement c'était impressionnant, elle avait même fait un beau jet là, pour éviter que les Vargeist passent directement derrière notre ligne, c'était terrible. Pour ce qui est des Chevaliers de sang contre les lémures, bon, là par contre, il n'y a pas photo, hein, c'est sûr et certain. Le frappe toujours en premier, Furie Rouge, Duc Rouge, et derrière les Chevaliers de sang, non, il n'y a eu aucune chance. Mais les murs ont tous été exterminés avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et ce qui nous a fait d'ailleurs extrêmement peur, parce qu'on a vu que j'avais un petit peu mal positionné mes lémures, et je les avais mis alignés avec les gardes sylvains qui sont derrière. Donc bien sûr, Thomas tente une charge irrésistible, il est à 11 pas, il prend 3D, les 2 plus grands, voilà, il tente. Mais on a du pot, il est trop court de 2 pas, il reste derrière. Et de toute façon, il aurait dû attendre de faire le corps à corps, il aurait été une cible parfaite, quoi que ce soit. Donc, ça va, ça va, on s'en sort bien. Et la surprise, c'est la machine Mortis contre les Curnus. La machine Mortis contre les Curnus, mes Curnus dégueulasses font moins 4 PV sur 5 à la machine Mortis dès qu'ils ont frappé. Ils réussissent à faire je ne sais combien de blessures à 4+, parce qu'ils ont force 5 en charge contre une endurance de 5. C'est dégueulasse, même malgré une régène de 4+, en face. Hein. Il y a bien la régène, hein, sur la Mortis. Mais non, ça coupe court à l'avancée de la Mortis. Là, 4 PV en moins d'un coup. Et derrière, par contre, la riposte des esprits de la Mortis est dégueulasse. Parce qu'elle fait 11 attaques. 11 attaques CC3, je crois, ou CC2. Force 3 contre les Curnus. Et je n'ai aucune perte. Déjà que je suis passé à travers les tirs de sa Banshee sur mes Curnus, parce qu'il a crié dedans tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais il m'a fait aucune perte. Et là, j'ai encore aucune perte sur mes Curnus, avec la riposte de la Mortis, donc bien sûr avec charge de flanc et moins 4 PV, et ben elle pop à l'instabilité, et j'en profite donc pour reformer mes Curnus, pas gratuitement, mais pour voir le régiment de Ghouls qui est devant moi, avec le maître nécromant, dès la fin du tour 2 déjà. Ça, franchement, c'était cool. Donc un tour 2 contre Vampire qui finit dégueulasse quand même, hein, faut l'avouer, hein. Il perd sa machine Mortis, d'accord. Bon, il m'a arraché mon homme arbre juste avant, donc c'est kiff. C'est la grosse surprise des Chevaliers du Royaume qui ont réussi à camper leur position contre les Vargeist. Ça c'était pratique, mais les Chevaliers de sang qui commencent déjà à partir et à faire très très mal. Mais bon,
C'est notre deuxième tour. C'est quand même un avantage à une partie comme ça de pouvoir jouer en deuxième. Hein. C'est pour ça quand même d'avoir les Bretons qui ont prié. Finalement, c'était pas si gros que ça. Donc le deuxième tour de l'Alliance Breton-Elfe-Sylvain, les charges, c'est là qu'on lâche les diables. Je lâche tous mes Kurnous, tous, hein, les 3 blessés, enfin le régiment de blessés où ils sont 3 et le régiment de 5 qui vient déjà d'arracher 2 régiments en face, la nuée et la machine Portis, sur les ghouls. Les 5 sont de flanc, les 3 sont de front. Également, les chevaliers du Graal chargent le flanc du duc rouge. Oui, parce qu'il est mal placé là, il s'est très mal placé, il a fait une charge irée qui n'a pas abouti, il est faible. Donc on y va. Si on arrive à l'arracher au deuxième tour, c'est parfait. Les chevaliers du royaume, le gros régiment hein, de 12, charge non pas les ghouls ou les gardes des cryptes ou quoi que ce soit. Lucie me fait une surprise, elle charge le régiment de chevaliers noirs. Je trouvais ça culotté. Après, c'est quand même pas con parce que elle a la haine éternelle contre ce régiment-là et moi j'avais déjà oublié ça. Donc c'est... Non ouais, là par contre c'est pas pareil du tout là. C'est vraiment pas pareil du tout. Ça va vraiment être dégueulasse pour Thomas parce qu'elle a l'avantage numérique. Elle a une meilleure CC. Et on n'a pas encore passé notre magie. Donc on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Également, j'envoie en charge pour venger la mort de mon homme arbre, Médriade avec mon Amadriade contre les gardes des cryptes avec la vampire. J'y vais reculons, les gardes des cryptes sont résistants, il y a une vampire frappe toujours en premier dedans. Mais on a une petite idée derrière la tête avec Lucie. Pour ce qui est des mouvements, mes gardes Sylvain bougent un petit peu pour prendre pour cible soit les émissaires, hein, soit le Terrorgeist. On fait également avancer ce qu'on peut, comme on peut, hein, vraiment comme on peut. Les gardes éternels viennent provoquer un peu les guerriers squelettes pour pouvoir me faire un peu charger. Et les hommes d'armes, eux, commencent à avancer vers le centre de la table. Tandis que la prophétesse, elle, elle se remobilise au moins comme elle peut. La magie. La magie. Alors c'est là où il va pas falloir se louper non plus, mon gaillard, parce que sinon on est vraiment dans la merde. Lucie jette et elle fait double 2. Ah putain, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. On n'a aucune canalisation des deux côtés, donc on tente ce qu'on veut faire. Lucie me tente une plus 1 en force et en endurance sur mes dryades. Elle le passe et derrière Thomas loupe sa dissipation et ça c'est vraiment le paradis. Elle avait bien fait de prendre ses 4D et là d'un coup les dryades qui passent à force 4, endurance 4 et la madriade qui passe à endurance 6, force 5, elle devient dégueulasse. Endurance 5, force 5, elle devient dégueulasse. Donc une magie, juste un sort qui passe, mais un sort qui passe au bon moment. Donc les tirs, mes gardes Sylvain qui sont repositionnés devant la porte pour pouvoir tirer à travers et tirer le dernier émissaire ont réussi, ça c'est bon. Pour ce qui est des gardes Sylvain qui tirent sur le Terrorgeist, parce que oui, je me suis remobilisé pour pouvoir voir cette saloperie qui vient de m'arracher mon homme arbre. Je tire mes 10 tirs dessus et je fais 2 attaques empoisonnées qui passent, pas de régène, j'arrive à lui arracher 2 PV, il lui en reste plus que 4. Et enfin Lucie tente le trébuchet sur le Terrorgeist, que je trouve qu'elle aurait dû faire depuis le début, mais bon c'est pas grave. Elle le place en plein centre sur le Terrorgeist et elle dévie seulement de 2, ce qui fait que le centre du trébuchet touche toujours le Terrorgeist. Elle tire dessus, elle fait donc dévie de 2, elle le blesse, il loupe sa régène à 6+, et elle lui arrache 6 PV. Poum, dans ta gueule. Putain, c'était magnifique. Elle a one-shoté le Terrorgeist avec un trébuchet. Non, franchement, c'était beau. Ça faisait plaisir à voir. Donc là aussi, on est reparti. Le tour est dégueulasse en termes de tir. Hein. Les corps à corps aussi, mais en termes de tir, c'est des bonnes surprises. Mais c'est facilement, il voit leur volet de flèches partir, il voit que ça crie sur le Terrorgeist, et d'un coup, il voit le rocher partir, boum, sur la tronche de la bestiole qui est arrachée, quoi. Ils se retournent, ils font ouais, quand même pas mal, les mecs qui est allé pouilleux. Ouais. Oh, on a trop fait des films, c'était génial. Donc les corps à corps, les Vargeist contre les Chevaliers du Royaume. Bon, là par contre, Lucie perd 4 Chevaliers du Royaume, et elle arrive quand même à arracher les 2 PV qui restaient à un Vargeist. Les Chevaliers du Royaume par contre perdent le combat et s'enfuient, là il n'y a plus rien à faire. Et ils sont rattrapés et massacrés par les Vargeist derrière. On ne voit pas du tout comment on va pouvoir s'occuper de ce gros régiment d'infanterie monstrueuse volante vampirique, là vraiment aucune idée. Pour ce qui est du corps à corps, des dryades contre les gardes des cryptes avec la vampire et la madriade. Alors, il y a 2 dryades qui meurent avec les attaques des gardes des cryptes. Par contre, derrière, j'arrive à arracher 9 gardes des cryptes. 9 ça rigole pas quand même les mémères. Hein. Donc derrière, avec l'instabilité, vu que j'ai chargé quand même, j'ai quand même encore 2 rangs de plus que lui, et ben il perd le combat encore de 9 points. Donc il a 18 gardes des cryptes qui sautent en tout à la fin de ce corps à corps. Il ne reste donc plus que le chef de régiment et la vampire full pour le prochain corps à corps.
c'est une bonne surprise. C'est vraiment une bonne surprise. C'est vraiment grâce au sort que je passe, mais aussi grâce à la haine des dryades, qu'on oublie un petit peu quand même beaucoup au premier round de corps à corps. Moi je les aime toujours, ces petites filles là. Moi je les aime bien, ces grosses tarées de corps à corps boisées. Les chevaliers du royaume qui affrontent les chevaliers noirs. Ah, là on se voyait vraiment dans la fin, dans la scène de Game of Thrones où t'as la cavalerie des rebelles, enfin pas des rebelles, mais quand t'as la cavalerie à la bataille des bâtards où t'as les deux cavaleries qui se rentrent dedans à pleine vitesse. C'était très très beau à voir. On s'est fait plaisir sur ce corps à corps. On frappe en même temps, hein, enfin c'est pas moi qui combattais, hein, c'était Thomas et Lucie. Les deux unités frappent en même temps, initiative de 3 chacune. Mais quand même, il y a la haine éternelle d'un côté, il y a le bonus des lances d'un côté, faut pas le nier, c'est des Bretoniens, ils savent faire leur charge. Il y a 3 chevaliers du royaume qui meurent avec les ripostes en coup fatal quand même des chevaliers noirs en face, hein, faut pas l'oublier. Et il y a 5 cavaliers noirs qui meurent sur 9. Donc il n'y a pas photo avec le bonus de rang, bonus de charge, c'est terrible. Les cavaliers noirs sont arrachés à l'instabilité en un seul round de corps à corps par une super belle phase de combat de Lucie contre Thomas. C'était la bonne surprise. Pour ce qui est du reste, il reste les Kurnous, mes Kurnous qui affrontent les ghouls avec le maître nécromancien. Ah, il y en a des corps à corps à ce tour 2 déjà. C'est quand même 19 ghouls et un maître nécromant, mais derrière c'est toujours les Kurnous. C'est la grosse surprise de cette partie, franchement, les chevaliers Kurnous, les cavaliers sauvages de Kurnous. J'arrive à arracher 15 ghouls. 15. Par contre derrière, sur le régiment de 3, il y en a 2 de mes Kurnous qui sont tués par les attaques empoisonnées de ces saletés de ghouls. Donc derrière, les ghouls et le maître nécromant pop à l'instabilité derrière, sans aucune chance de retour. C'est vraiment pas mal, ces unités-là. C'est vraiment impressionnant. J'étais très 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 surpris de ces superbes unités. Je suis content de mon achat et content de mon investissement dans ces points de cavalerie spéciale. Et enfin, le corps à corps qui nous intéresse quand même, hein, sur le scénario, le Duc Rouge et ses chevaliers de sang contre les chevaliers du Graal et le Seigneur du Graal. Alors, les chevaliers du Graal frappent, hein, les chevaliers de sang. Les chevaliers de sang frappent d'abord, bien sûr, ils font quand même très très mal. Même s'ils sont chargés, ils ont du répondant, hein, ils arrivent à arracher 2 graleux. Par contre, les chevaliers du Graal derrière, avec leur charge de flanc, arrachent tous les chevaliers de sang, tu vas dire ils sont que 5, hein, avec leur superbe charge de flanc. Et derrière le duel, hein, le duel du Seigneur du Graal contre le duel du Seigneur Duc Rouge vampirique, eh bien c'est radical. Le First Strike Furie Rouge du Comte Vampire est dégueulasse. Il l'a oblitéré, il l'a envoyé sur la lune, le Seigneur bretonien en un seul round. Je crois qu'en tout il enlève 7 PV ou 8 PV. 8 PV, hein, en duel, ça veut dire que ça compte dans le carnage, hein, dans le résultat de combat. C'est immonde, immonde. Je crois qu'il y a 8 PV en tout qui sont arrachés. La sauvegarde invulnérable de la dame n'a pas du tout été là. Elle, sur les, je crois qu'il y avait 5 attaques de réussite directe, ce qui a fait donc 5 attaques tout de suite ensuite, qui ont toutes passé, avec une force dégueulasse sur une endurance de 4. Tout est passé à 3+. Tout est passé à 3+. Il annule les sauvegardes d'armure. Il ne restait que l'invulnérable de 4+ de la dame. Et je crois qu'elle en a loupé, plus des 3/4, Lucie. C'était immonde. C'était vraiment dégueulasse. Ce duel était répugnant. Vraiment répugnant. Derrière, en plus, ça a été pas la débandade, hein, bien sûr. Mais ça a été impressionnant. On s'attendait voilà, on s'attendait déjà à gagner au tour 2. Et là, le Duc Rouge qui reste tout seul face à 6 graleux. Voilà, il prend pas d'instabilité parce qu'il a fait un carnage dégueulasse. Il réussit à survivre à -7 en commandement ou -5 en commandement, je sais plus. Mais en fait, vu qu'il a fait un carnage dégueulasse, et ben il survit grâce à la règle de carnage des duels. Waouh! Alors là, par contre, on a vraiment été sur le cul avec Lucie. On a dit waouh, putain, il va être vraiment difficile à passer en fait avec sa furie rouge et tout, le mec. Oh, on a été très impressionné par la résistance du Duc Écarlate de Mouzian. Donc le tour 3. Le tour 3 des contre vampires, on y retourne. Hein, ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil du tout. Les charges. Les ghouls sur son flanc droit chargent les dryades, hein, pour aller aider les gardes des cryptes. Il va falloir y aller. Hein. Également, ces guerriers squelettes du centre, eh bien, viennent charger le flanc des graleux. Putain, bah oui, le duc a tenu, donc bah, il y va. Hein. Et derrière, Thomas succombe un peu à la provocation que je lui ai fait et charge avec 20 guerriers squelettes, mais 28 gardes éternels avec mon général et ma grande bannière.
Alors là, par contre, il avait pas peur, hein. J'étais encore dans la forêt d'ailleurs, hein, donc là, ça va être dégueulasse. Ça va être monstrueux. Voilà donc pour ces charges. Pour ces mouvements, bah, les Varghese contournent, hein, et s'approchent vraiment du bord de la chapelle du Graal. Ils sont juste devant, à un pas devant les barrières. Ouf, ça va être dur. Également, bah, ces guerriers squelettes avancent au centre, hein, ils avancent pour provoquer les hommes d'armes ou bien pour être très pris pour cible, etc. Bref, bah, il nous met la pression et il la conserve très bien. À la magie, bon, il vient de perdre son grand nécromant, mais il lui reste quand même la petite vampirette et le duc rouge, et c'est là qu'il nous fait le double 6, Thomas. Il était un peu déçu. On dirait qu'il prend cette idée, il tente le nec à 18 pas, donc avec sa vampirette. Il le réussit, mais derrière on lui pâme, hein, parce qu'on veut surtout pas que le duc rouge récupère des PV, ou que d'ailleurs n'importe qui récupère des PV en face. Et derrière, par contre, il tente l'invocation de ses cavaliers noirs, le retour des parias, hein, sur table, et il le réussit. Et nous derrière, on décide de ne pas utiliser le miroir d'argent, il ne faut pas utiliser deux parchemins d'un coup, c'est un peu anti-jeu, donc on tente à cider quand même. Un niveau 4, lui c'est qu'un niveau 1, et Lucie loupe, elle loupe sa dissipation, ce qui fait que Thomas gagne un des 6 cavaliers noirs sur la table gratuit. Et il fait 6. Putain, il fait 6 et il gagne un des 6 cavaliers noirs qu'il pose à côté de la statue de mort, juste à côté de la chapelle du Graal. Alors qu'on n'a plus rien derrière. On n'a plus que mes gardes sylvains et le trébuchet. Non, ça va être, oh là là, ça va être dégueulasse. Donc très très belle phase de magie pour les contes vampires. Rien n'est perdu. Pour les tirs, bah, la Banshee qui est dans les gardes éternelles, elle crie, elle ne fait rien. La Banshee qui est à côté des hommes d'arbre, des hommes d'armes, pas des hommes arbres, crie et ne fait rien non plus. Et la Banshee qui est dans le corps à corps des Graleux crie et elle fait 10 et arrache donc à Lucie 2 chevaliers du Graal avant le corps à corps contre le duc. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment terrible. Donc pour les corps à corps, hein, pour les corps à corps qui suivent, la garde éternelle avec ma grande bannière, mon général contre les guerriers squelettes avec une Banshee, bah, c'est radical. Les guerriers squelettes sont annihilés par mes gardes éternelles, et derrière la Banshee est exterminée par mon général sans aucune sommation. C'est radical. Donc je me reforme pour voir le centre de la table et voir ce régiment de guerriers squelettes, vu qu'après c'est notre tour, c'est important. La vampire et ses gardes des cryptes, enfin son garde des cryptes et les ghouls qui sont à côté d'elle contre mes dryades et mon amadryade. La vampire, Thomas tente un duel, là aussi, il tente un duel pour gagner du carnage encore contre mon amadryade, mais il y avait toujours le sort qu'il avait un petit peu zappé. Il frappe de toutes ses forces avec la vampire, il me touche d'ailleurs 3 fois, mais il me blesse 0 fois sur la madryade, et moi derrière, la madryade lève sa faux et décapite la vampire. Elle fait 3 touches, 2 blessures, pas de sauvegarde, poum, one shot, pas mal la madryade, pas mal. Derrière les ghouls et les dryades, eh bien, il y a quand même 9 ghouls qui sont décapités par mes dryades, et il y a quand même 6 dryades qui meurent en face parce qu'elles attaquent empoisonnées, même malgré l'endurance de 5, bah, ça passe à travers. Donc ça m'a fait un peu mal. Les ghouls, sur la fin de ce corps à corps, ont perdu bien sûr, mais elles sont encore vivantes, hein, il en reste 2. C'est pas grand chose, vous allez me dire, hein, mais quand même, ça va encore me bloquer mon régiment. Il me reste plus que 12 dryades avec la madryade, enfin 11 dryades avec la madryade, ça va tenir ce côté-là sans problème. Pour ce qui est des Graleux qui affrontent les guerriers squelettes, la Banshee et le duc rouge, la furie rouge avec sa soif rouge d'ailleurs, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'un vampire enlève un PV, il jette un dé, s'il fait un 6, il récupère un PV, ils exterminent 3 chevaliers du Graal tous ensemble, là, malgré une furie rouge beaucoup plus calme du duc, hein. Il a beaucoup moins réussi à relancer ses dés. Il récupère un PV d'ailleurs, le duc rouge, grâce à sa soif. Et derrière, le dernier Graleux d'ailleurs est tué par les guerriers squelettes. Voilà, ils arrivent à passer à travers l'armure et à arracher le dernier squelette. C'est vraiment la mauvaise surprise. Là, les Graleux qui sont morts contre leur Némésis, ils ont arraché les chevaliers de sang, je tiens à préciser quand même, hein. Ils ont arraché un régiment aussi cher qu'eux. Mais c'est le duc rouge. C'est le duc rouge qui a tout tenu à lui seul, hein. Il a arraché tout le monde. Il a arraché en tout. Donc le général bretonien, enfin le seigneur bretonien du Graal, et 4 Graleux ou 3 Graleux. Enfin bref, dégueulasse quoi les mecs. Donc sur ce régiment-là, c'est fini. Les Graleux sont morts, le général bretonien, le seigneur bretonien est mort, le duc rouge est revenu à 2 PV, et les guerriers squelettes sont en face de tout le monde, presque full. Ça va être dur. Ça va être très très dur pour notre tour 3.
il va falloir faire ce qu'on peut. Il va vraiment falloir faire ce qu'on peut. Donc pour notre tour 3. Pour notre tour 3, bah, c'est les charges, encore une fois. Il faut absolument qu'on les empêche d'avancer. Mais là, ça va être très compliqué avec ces volants et cavalerie qui arrivent derrière. Donc les charges méga l'éternel, charge de flanc des guerriers squelettes là, qui viennent d'arriver pour les exterminer. Parce que même si je sors de la forêt, je pense pouvoir rouler dessus sans aucun problème. Pour ce qui est des chevaliers du royaume du flanc gauche, eh bien, on l'envoie. Enfin, c'est pas une décision à moi, hein, mais bon, c'est Lucie qui a dit ouais, je vais venir t'aider, alors qu'elle aurait pu les retourner, etc. Bref, elle a voulu jouer vraiment. Je lui ai rien dit. Moi, je me concentrais sur mon armée. Je voulais vraiment pas perdre. Donc, les chevaliers du royaume viennent charger les 2 dernières goules là, pour venir m'aider, pour perdre un tour. Je trouve, c'est pas grave. C'était pour poser vraiment l'alliance. On a perdu notre seigneur du Graal, mais on est toujours là. Genre les Bretoniens qui viennent aider les Dryades. Bref, ils ont dû les prendre pour des nymphes des bois. Ils viennent les aider. Les hommes d'arbre, après pour les mouvements, pour la charge, déclarent une charge sur le flanc du duc rouge. Parce qu'il est qu'à 9 pas, c'est une charge à tenter. Et là, Lucie me fait plaisir, elle réussit sa charge. Les hommes d'armes viennent de voir mourir devant eux leur seigneur du Graal, mais ils réussissent leur test de immuniser psycho juste avant. Règle spéciale, hein, ils font un test de commandement à 5, ils le réussissent. Et donc, ils ont immunisé psycho contre le duc rouge. Et ça, c'est très utile. Ils le chargent, ils le réussissent. Ça fait plaisir. Pour ce qui est des mouvements, mes gardes Sylvain, je vais les utiliser en kamikaze, hein, j'ai pas le choix, il faut absolument que je stoppe ces unités très, très puissantes qui arrivent. Je retourne mes gardes Sylvain pour qu'ils puissent voir les chevaliers noirs invoqués, et je place mes 10 autres gardes Sylvain devant les Vargheists pour les retarder autant que faire se peut, pour pouvoir tirer dessus peut-être un petit coup encore et essayer de les affaiblir. Il n'y a pas d'autres mouvements à part mes Cornus qui traversent la forêt au plus vite possible, qui reviennent sur leurs pas et qui essayent d'aller aider la chapelle et d'aller peut-être sauver la situation si j'arrive à les ramener au bon moment. Dernier mouvement, Lucie place la prophétesse en plein centre de la table pour qu'elle amène son commandement à 18 pas autour d'elle, sans problème. À la magie, c'est là qu'il faut qu'on tape fort et elle me refait un Troyen, quoi. Encore 4D seulement. Par contre, on a réussi une cana, donc elle tente le puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes. Elle le réussit et elle tente le puissant en force en endurance sur les hommes d'armes encore une fois. Elle le réussit aussi. Alors un avec la prophétesse, avec la damoiselle montée et un autre avec la damoiselle dedans. C'est la damoiselle qui est dedans qui est contrée par le duc rouge derrière. Faut pas pousser non plus. Pour les tirs, mes gardes Sylvain sur les Vargheists, je tire tout ce que je peux malheureusement. J'enlève qu'un PV sur un seul Vargheist, donc je leur dis adieu. Et derrière par contre, belle surprise, mes gardes Sylvain qui tirent sur les chevaliers noirs invoqués arrivent à en arracher 4 sur 6 par une super belle phase de tir de mes gardes Sylvain. Ça par contre, ça fait plaisir. Ils ont déjà enlevé des PV sur le Terrorgeist, ils enlèvent des chevaliers noirs invoqués. On va peut-être y arriver sur ce côté-là. Peut-être, je dis bien peut-être. Donc pour les corps à corps, les chevaliers du royaume avec les dryades contre les 2 ghouls qui restaient sans aucun problème, on a roulé dessus et on s'est reformé. Le duc rouge contre les 38 hommes d'armes, le paladin et la damoiselle. Bien sûr qu'on n'a pas déclaré de défi, on n'est pas taré, on a tapé dessus autant qu'on pouvait. Le duc rouge a arraché 5 de nos hommes d'armes. Ça a été la bonne surprise. Voilà, il a été gentil avec nous. Il y a un homme d'armes qui arrive à toucher le duc rouge, mais qui ne lui enlève rien. Faut pas pousser. Et le duc rouge récupère son PV manquant. Il revient full grâce à sa soif en massacrant nos pauvres unités d'infanterie. Mais bon, il ne perd pas à l'asta grâce aux très nombreuses touches qu'il nous fait dans la gueule. Et derrière, ça reste là pour ce corps à corps. Il se reforme pour être face au régiment. Et nous narguer, vraiment. Il tire tout seul contre 40 gars, c'est impressionnant. Voilà, un tour 3 qui nous met la pression vraiment parce qu'on ne s'attendait pas à autant de prise de flanc et d'arrière. On a peut-être avancé un peu trop vite là. Mais bon, on est en train de nettoyer tous les flancs là et de revenir très très vite au centre. Il va falloir abattre ce duc et ça sera gagné parce que la vampire est mort, il n'a plus de possibilité de faire de Néec, il n'a plus techniquement que 2 petits régiments parce que les gardes éternels contre les guerriers squelettes, il faut pas pousser. On arrive à en arracher 23. Dont la Banshee, donc il ne reste plus que 2. J'arriverai à rouler dessus au tour d'après. Ça devrait y arriver. Donc le tour 4. Le tour 4 des comptes vampires, déclaration de charge. Bon là, il n'y a pas de photo. Les Vargheists chargent les gardes Sylvain. Je maintiens ma position. Il meurt dans l'odeur, c'est pas grave, mais on mourra quand même. On s'en fout. C'est pour gagner du temps. Les cavaliers noirs décident de charger le trébuchet. Et ouais, ils chargent le trébuchet pour pouvoir rouler dessus et pour pouvoir justement après passer à travers et aller dans la chapelle.
Les guerriers squelettes, c'est là que j'ai vu que j'avais fait complètement une connerie. Le dernier régiment de guerriers squelettes vient charger le dos de mes gardes sylvains. J'ai voulu les tourner pour pouvoir tirer les cavaliers noirs. Ouais, mais j'ai complètement offert mon dos au comte vampire, comme un débile. Ce qui fait que bien sûr que Thomas est venu me charger avec ses guerriers squelettes dans le dos de mes petits gardes sylvains là, sans vraiment de surprise. Pas de mouvement vu qu'il a déjà plus beaucoup de régiments pour une partie à 4000 points au tour 4. À la magie, Thomas fait 5 et 3. Il décide d'invoquer les cavaliers noirs. Il réussit, mais derrière, non, on le dissipe avec notre miroir d'argent qui lui renlève un PV à son duc rouge. Les tirs. La Banshee qui est dans le combat avec les gardes sylvains, elle crie, elle crie, mais elle me fait rien. C'est un bon commandement quand même les elfes, et surtout il fait des petits jets. Ça se voit que c'est pas moi qui crie. Les corps à corps, les gars et squelettes contre mes gardes sylvains, bah là c'est sûr, il y a 3 morts quand même de chaque côté. Parce que les gardes sylvains, faut l'avouer, ils ont la frappe toujours en premier. Et les guerriers squelettes sont des guerriers squelettes, c'est pas les meilleurs guerriers non plus. Mais derrière, avec les bonus de rang, la charge de dos, etc. Bien sûr que je m'enfuis, bien sûr que je suis poursuivi, bien sûr que je suis rattrapé à 9 pas. Et heureusement, j'ai bien réorienté juste suffisamment pour que les guerriers squelettes n'aillent pas dans la chapelle, mais juste à côté. Ouf, ça par contre, c'est toujours ça. Pour ce qui est des gardes sylvains qui affrontent les Vargeist, bon bah là non plus, il n'y a pas photo. Hein. Je frappe quand même toujours en premier, je n'ai pas peur, je tiens à préciser. Et j'arrive quand même à arracher un Vargeist. J'arrive à tuer un Vargeist, parce qu'ils n'ont pas d'armure les mecs en face. J'arrive à passer des 5+, en blessure. Ce qui fait que, bon, c'est toujours ça, on va dire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais le régiment que j'ai désigné pour ma chasse éternelle, c'est le régiment de Vargeist. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu faire des 5+ pour blesser. J'arrive à en arracher un, mais derrière, après, je perds 5 guerriers sylvains. Et je m'enfuis, je suis rattrapé à 10 pas, ce qui fait que ces Vargeist sont 4. Ils ne peuvent pas maudire, corrompre la chapelle. J'ai fait suffisamment de pertes, mes gardes sylvains ont fait leur taf. Franchement, hein, c'est la bonne surprise. J'ai réussi à en enlever suffisamment pour éviter qu'ils puissent en repoper assez. Ce qui m'embête vraiment après, bah, c'est ce gros régiment de guerriers squelettes avec la Banshee, que je sais pas comment je vais faire pour m'en occuper. Ensuite, bah, le dernier corps à corps, c'est les hommes d'armes contre le duc rouge. Bah, il y a encore 6 hommes d'armes qui crèvent et rien au duc rouge. Donc derrière, le duc rouge récupère encore un PV grâce à la soif. Et il reste là, quoi. Il reste là sans aucun problème. Il tient tout seul et on peut rien faire. Derrière, ben, j'ai pas parlé de la charge des cavaliers noirs sur le trébuchet, mais bien sûr que le trébuchet se fait rouler dessus et que les cavaliers noirs, eux, profitent de faire cet arrêt-là pour pouvoir poser leur position ici même. Et bien nous mettre dans la merde. Donc il a quand même 2 régiments dans l'enceinte de la chapelle, mais ils ne sont pas suffisants pour pouvoir corrompre les lieux. Il faut être au moins 5 figurines. Là, les Vargeist sont 4, les cavaliers noirs sont 2. Donc il n'y a que le régiment de guerriers squelettes. Si on arrive à le choper, on sera à l'abri pour le scénario et surtout pour protéger notre lieu saint. Le tour 4 de l'Alliance. Le tour 4 de l'Alliance, j'y vais. J'ai mes Kurnous qui sont à portée. Je charge dans le dos des Vargeist. Alors bien sûr, je fais un test de terrain dangereux à chaque fois que je passe les barrières et à chaque fois je le réussis. Ça c'est cool. Et j'arrive au contact dans le dos des Vargeist. Également, Lucie et moi tentons une charge multiple de nos dryades et de nos chevaliers du royaume dans le dos, là, dans le flanc des guerriers squelettes qui sont prêts à rentrer dans la chapelle. Et on loupe tous les deux notre charge. C'était la mauvaise surprise, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait le faire et on l'a fait et on était vraiment déçus. Pour ce qui est des mouvements, bah, mes gardes éternels se rapprochent au plus qu'ils peuvent de la chapelle sans pouvoir vraiment faire quelque chose parce que la horde les bloque. La horde d'hommes d'armes les bloque. La prophétesse, elle, bah, va au sommet de la chapelle. On l'a pas compté dedans, mais c'est juste pour faire style. Elle va à l'intérieur sans pouvoir contrecarrer quoi que ce soit, mais surtout pour avoir une belle vue et pour pouvoir blaster ce qu'elle pouvait à la magie. La magie, justement, Lucie fait 6 et 1. Elle fait également une canalisation. Donc c'est à ce moment-là qu'elle le tente. Elle tente les êtres du dessous sur le régiment de guerriers squelettes là, qui est à côté de la chapelle. Elle le réussit. Thomas loupe sa dissipation. Et on a la bonne surprise de voir 8 guerriers squelettes mourir. Bon, on va pas pousser, c'est toujours ça. Derrière, elle tente la vigueur de printemps sur les hommes d'armes. Elle le réussit, il n'y a plus rien pour la dissiper. Elle fait 1 des 6 plus 1 pour redorer ses hommes d'armes. Ses hommes d'armes. Et elle n'en récupère que 2. Ah putain, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire l'épopée à fond quoi, mais bon. 2 hommes d'armes, c'est toujours ça. Ça peut toujours occuper le duc rouge. Au tir, bah, on n'a plus rien à faire parce que bah, il n'y a plus rien à faire du tout. Donc les corps à corps tout de suite. Les corps à corps, le duc rouge.
le duc rouge contre les hommes d'armes. Oui, on le fait tout de suite parce que c'est pas un statu quo, mais presque. Il nous arrache seulement 5 hommes d'armes. Il reste dans les stats, hein, et la furie rouge n'est pas très très bonne. Donc 5 hommes d'armes qui crèvent. On lui fait rien bien sûr. Ah si, on lui enlève un PV, pardon. On lui enlève un PV grâce à une action impressionnante d'un homme d'armes. Donc on ne fait pas avancer le héros, un tenace ou quoi que ce soit pour qu'il aille au corps à corps avec le fait de place. Si ou quoi que ce soit qu'il fasse un duel au coup de sang, on le refusera. Oui, on perdra la bénédiction de la dame au coup de sang, on s'en fout. Mais surtout, on ne veut pas qu'il nous refasse un carnage dégueulasse. On préfère qu'il tape dans les plébéiens. Il nous enlève donc 5 hommes d'armes, on lui enlève un PV, mais avec sa soif rouge, il en récupère un autre. Enfin bref, il ne reste plus que... on recalcule 2 PV. Donc ça reste là, les hommes d'armes tiennent, hein, sans vraiment problème. Ils fondent, mais ils tiennent. Les Kurnous contre les Vargeist. Les Kurnous, alors on en a compté un qui n'était pas dans le corps à corps parce qu'il ne tenait pas dans le décor. Les Kurnous contre les Vargeist, je perds 2 Kurnous quand même, hein. Par contre derrière j'arrache 2 Vargeist complets et un PV encore sur un autre. Donc au calcul de points avec une charge, 2 dos et une bannière, je fais popper les Vargeist. Je fais popper les Vargeist à l'instabilité. Et ça, c'est la bonne surprise. C'est vraiment, vraiment la bonne surprise. C'est ce qu'il nous fallait. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Bon, ça me place devant ces cavaliers noirs juste après, mais bon, c'est pas très très grave. Je peux pas faire une charge gérée derrière une insta, hein. J'ai réussi à rouler sur tout ce que j'avais sans instabilité presque jusqu'à maintenant avec ces petits cavaliers là. C'est vraiment la bonne surprise. Donc pour l'instant, j'ai un cavalier qui est passé dans l'enceinte et les autres qui ont réussi à charger dans le dos. Je récupère un peu la position, prêt pour le tour 5. Donc le tour 5 contre Vampire, la charge, eh ben, c'est les cavaliers noirs, hein, qui chargent les Kurnous. Ils veulent essayer de les tomber, ils sont que 2 alors que moi on est 3. On devrait peut-être pouvoir survivre, vu qu'ils ont une CC de merde en face. C'est les invoqués, hein, c'est pas les cavaliers noirs de base. Les mouvements, bah, les guerriers squelettes et la Banshee, évidemment, hein, évidemment, ils rentrent dans l'enceinte, bah oui, ils y vont, ils rentrent dans l'enceinte, et on va tout faire pour essayer de les en faire sortir. À la magie, Thomas fait 6 et 1, il tente l'invocation de ses cavaliers noirs, et putain, il l'a réussi, quoi, il nous fait une irrésistible, il fait un irrésistible 8. Il fait un irrésistible 8, donc le duc rouge d'ailleurs n'a aucune perte dans sa gueule, hein. Il fait son sauvegarde invulnérable des capuces, il a réussi. Il perd par contre le reste de ses dés, mais il avait qu'un seul sort. Et il invoque 3 cavaliers noirs qu'il pose devant les chevaliers du royaume pour éviter une charge de soutien des chevaliers du royaume sur le duc rouge. Bien calculé. Ça bloque en plus l'espace de vue des dryades sur le dos du duc rouge. Vraiment bien calculé pour Thomas. Il gagne du temps. On est au tour 5. Il va nous faire un coup de pute. Je le sens bien. Ça va être chiant. Pour les cris, la Banshee crie sur la prophétesse mais ne fait rien. Oh, faut pas pousser non plus. Donc on passe au corps à corps. Les Kurnous contre les cavaliers noirs, il n'y a aucune chance. Les cavaliers noirs meurent direct, hein. Je fais une très très belle frappe toujours en premier. Et derrière, la reformation de mes Kurnous permet de voir le flanc des Banshees. Enfin de la Banshee et de ses guerriers squelettes. Donc à notre tour 5, on va pouvoir nettoyer la chapelle, au moins on l'espère. Et pour ce qui est du duc contre les hommes d'armes, et ben là c'est là que le duc nous fait un foirage total. Il nous fait seulement 4 morts dans les hommes d'armes. Donc il tient toujours grâce à sa règle de mortalité, hein, parce qu'il regagne un PV à chaque fois qu'il perd ensuite à l'instabilité. Mais quand même, vraiment quand même, hein, il tient bien et waouh, putain c'est impressionnant, le mec il est là, il bouge pas. Nos bonus fixes annulent en fait ces bonus de combat, ça tient, c'est très impressionnant. Donc pour notre tour 5, et ben, déclaration de charge, j'envoie tous mes Kurnous, hein, le petit tout seul et les 3 survivants sur le régiment de guerriers squelettes avec la Banshee, parce qu'il faut y aller, il faut la tomber. Et également on envoie le chevalier du royaume et les dryades sur les cavaliers noirs qui sont invoqués là, pour pouvoir les tomber, mes dryades sur le flanc, les cavaliers du royaume, le chevalier du royaume sur le front, et pour pouvoir la rouler sur la gueule. Les mouvements, ben, la garde éternelle se place derrière les hommes d'armes au cas où ils s'enfuient pour qu'ils bloquent en fait le duc rouge et qu'ils ne puissent pas nous arracher ce gros régiment sur un rattrapage, sur un petit malentendu. À la magie, Lucie nous démontre encore la grande puissance de l'alliance Elfe-Sylvain-Bretonien car elle fait double 1. Putain, elle tente la vigueur du printemps sur les Kurnous, elle ne réussit pas, elle le loupe d'ailleurs. Je peux pas récupérer mes cavaliers de Kurnous, je suis un peu déçu. Les tirs, on n'a rien à faire, donc directement les corps à corps.
Les cavaliers noirs contre les chevaliers du royaume et les dryades, bon, il n'y a pas photo, hein. Les chevaliers noirs invoqués meurent direct parce qu'ils ont une CC de merde. Ils n'ont pas une meilleure armure que s'ils étaient véritables, entre guillemets bien sûr. Donc on reforme bien sûr nos dryades et nos chevaliers du royaume pour voir le duc rouge au tour 6. Les Kurnous, là les 4 Kurnous en fait, qui sont contre les très nombreuses, enfin les 14 ou 13 guerriers squelettes avec une Banshee, bah, c'est radical. Franchement, c'est très très impressionnant pour un corps à corps avec aussi peu de troupes. J'arrache tout. Il reste que la Banshee qui pop à l'instabilité derrière. Et ce qui me permet après moi de reformer mes chevaliers de Kurnous pour pouvoir voir après le corps à corps central. Où d'ailleurs le duc rouge continue de laminer nos hommes d'armes car il n'en arrache que 4. Et derrière il y a un PV du duc qui est sauté mais qui est récupéré ensuite à la soif rouge. Donc derrière, le duc rouge, avec l'instabilité, finit à un seul PV contre les hommes d'armes. Donc voilà, il ne reste plus que lui sur la table à la fin du tour 5. Il nous reste 6 régiments sur la table, en comptant mon petit cavalier tout seul. Il est tout seul, il reste un tour. Le tour 6 des contes vampires, plus de mouvement. La magie, c'est 6 et 2. Thomas prend 6 dés. Il tente l'invocation de ses cavaliers noirs. Et il nous refait un 3e irrésistible pour la partie. Il fait un irrésistible 6, il fait exploser sur le cavalier noir, sur le duc rouge, une implosion magique, en retour d'énergie avec son fiasco. Il tue 6 hommes d'armes, et il fait une invulnérable 4+, sur sa blessure à lui. Et il invoque, encore, 6 cavaliers noirs, dans l'enceinte de la chapelle. Oh putain, ça par contre... ça peut compter pour la fin. Il les invoque d'une façon que personne ne peut les voir pour les charger au tour 6. Il nous a bien couillé sur ce coup-là, franchement. Il nous a bien eu. Donc, sur cette magie qui d'ailleurs en plus tue encore plus d'hommes d'armes en face de lui, il passe au corps à corps. Le duc qui affronte les hommes d'armes n'en tue que 4. Il récupère un PV, ce qui fait que le duc est à 2 PV à la fin de son tour 6. Il est encore vivant, sauf que là, il est entouré de tous ses ennemis. Donc à notre tour 6, on charge avec tout ce qu'on a sur le duc rouge. J'envoie mes Kurnous sur son flanc, j'envoie mes dryades dans son dos, avec le soutien des chevaliers du royaume de Lucie dans son dos. Pour les mouvements, la prophétesse se met devant les cavaliers noirs pour tenter une dernière action d'éclat, et la garde éternelle les regarde en étant impuissante, vu que je n'ai qu'un seul tir empoisonné avec mon général. J'ai pas ma grêle de mort, j'aurais dû la prendre, je le savais. Et ça va tout jouer certainement à ce moment-là. À la magie, on fait 5 et 2. On prend 6 dés. Lucie tanque les êtres du dessous sur les cavaliers noirs. Elle le réussit. Mais elle est dissipée par un putain de double 6 du duc rouge. Au tour 6, putain de merde. Les cavaliers noirs sont donc à 6. On ne pourra pas les toucher avec les tirs parce que je tire dessus avec mon général. Mais bien sûr, je passe pas l'armure à 3+. À 4+ avec mon perforation, mais bon bref, rien ne se passe pour les tirs. Donc c'est le corps à corps du duc rouge qui arrive encore à arracher 5 hommes d'armes parce qu'il continue de les nettoyer. Mais derrière, avec tout ce qu'on lui met dans la gueule, il meurt, et pas au combat, il meurt à l'instabilité. Il meurt à l'instabilité avec les nombreuses charges de dos et de flanc qu'il a eu, les très nombreux rangs des chevaliers du royaume. Putain quoi, oh l'enfoiré. Donc mort du général duc rouge contre vampire à la fin du tour 6. Thomas teste pour ses cavaliers noirs invoqués. Alors ça a fait débat. Est-ce qu'ils avaient un commandement ou alors que vu que c'était une invocation ils mouraient ou pas? Mais pour la beauté du scénario, on a dit qu'ils avaient un commandement comme les chevaliers noirs de base. Ils testent et ils n'en perdent aucun. Aucune perte grâce à la mort du général en face. Donc à la fin du tour 6, c'est le dénouement total. C'est OG. Thomas est dans l'enceinte. Il a plus de 5 figurines dans notre enceinte. Donc il peut tenter de corrompre les lieux et tenter d'arracher au moins une victoire morale. Il a tout perdu, il n'a plus que ses invoqués. Il prend 6 dés. Il doit faire des 4+. Il doit en faire 3. Et voilà le jet. Il en loupe 4. C'est donc avec une résistance acharnée que l'alliance bretonien Elfe Sylvain a vaincu le duc rouge.
Waouh. Putain. Alors, waouh. Ah non, non. Alors, c'était une partie énorme. Plus de 4h30 de jeu. Hein. Plus de 4h30, c'était impressionnant. On s'en est donné, on s'est fait plaisir. C'était énorme. Mais, ouais, waouh. Waouh, waouh, waouh. C'était très impressionnant. On s'est fait plaisir. C'était une superbe partie. J'espère que ça vous a plu. La partie. Alors, j'ai pas pu enregistrer avec Lucie et Thomas parce qu'on n'avait pas le temps. La partie a vraiment duré longtemps. Donc les mentions spéciales pour les comptes vampires, bah, bien sûr que Thomas l'a donné à son Duc Rouge, hein. Le mec tout seul qui a tenu jusqu'à la fin, vraiment hein, impressionnant. Le Duc Rouge qui a tenu tout ce qu'il fallait. Il a donné d'ailleurs un petit deux bons points, un au Chevalier de Sang et surtout un au Terrorgeist pour avoir arraché l'homme arbre d'un coup. Et derrière, pour ce qui est de Lucie, sa mention spéciale, son unité préférée, va à ses hommes d'armes. Vraiment qui ont tenu à trois tours complets contre le Duc Rouge, sans s'enfuir, en perdant les uns aux autres, et toujours en réussissant leurs tests de commandement, ou en étant immunisé psycho, en mourant, quoi, tout simplement. On était très contents de ça. Et derrière, pour moi, la surprise, c'est mes cavaliers sauvages du Curnous. Là, c'est ces 5 petits là qui ont tout fait. Les nuées d'esprit, la machine Mortis, les ghouls avec le nécromant, les Vargeist, les cavaliers noirs et le Duc Rouge. Ouais, les mecs ils avaient les crocs. C'était impressionnant. Donc voilà, c'était la partie spéciale pour les 800 abonnés. Merci à vous, vraiment à tous. C'est rien du tout, 800 abonnés pour une chaîne YouTube, on s'en fout, parce que le but c'est de se faire plaisir. J'espère vous faire plaisir. C'est toujours avec amusement et avec passion qu'on se rejoint, qu'on se retrouve, qu'on partage tout ça. Donc merci à tous, je vous dis à la prochaine. Encore merci, et longue vie battle, au vrai battle. Allez, portez-vous bien.